Bonjour Lucas, merci d'avoir accepté mon invitation à Discover My Job. Tu es donc business mixologist. Peux-tu nous expliquer la formation que tu as suivie? Ouf! Alors, bah, moi, je n'ai pas vraiment suivi de formation. J'ai testé plein de choses. J'ai d'abord testé des études plus ou moins normales où j'étais à Saint-Servais en secondaire. Puis j'ai doublé une deuxième fois ma cinquième et donc là, je me suis dit, bah, c'est pas fait pour moi. Et je me suis retrouvé en école d'hôtellerie et tourisme. Où là, bah, je partais un peu avec le principe que bah, c'était un peu rater sa vie, etc. Et au final, je me suis retrouvé dans une école qui correspondait vraiment à mes attentes, dans le sens où on était très proche avec les professeurs, il y avait vraiment une relation totalement différente. Et le top du top, c'est qu'à la fin de ma sixième, j'avais 3 diplômes, contrairement à Saint-Servais où j'en aurais eu qu'un. Et donc c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais pas fait pour comment dire, le milieu classique. J'ai quand même essayé par la pression parentale, hein, ma maman qui voulait absolument que je fasse des études. Et donc j'ai fait une année de relations publiques ici à Liège, que j'ai raté pour un seul cours, c'était l'allemand. Voilà, j'ai raté de l'allemand, c'est horrible. J'ai eu 7,5, il fallait 8, je pense, pour passer. J'ai essayé une autre année de marketing à Sainte-Marie et pareil, ça n'a pas été. J'ai eu une seconde cesse et c'est là où j'ai eu mon premier examen de seconde cesse. J'y suis allé, j'ai signé, je suis sorti, j'ai appelé ma mère, j'ai dit écoute, j'arrête. Elle fait ah, mais qu'est-ce que tu vas devenir, etc. Je lui ai dit écoute, je ne suis pas fait pour ça, je n'aime pas, parce que j'avais déjà développé des activités sur le côté, donc je n'aimais pas ça du tout. Mais j'ai quand même eu un diplôme finalement, et donc ça répondra à ta question. Je suis diplômé en IFA PME, chef d'entreprise marketing. Pourquoi? Bah, parce qu'il me fallait quand même un petit diplôme pour faire plaisir à maman, mais ça m'apportait surtout la possibilité de travailler en entreprise la journée. Ok. Merci Lucas pour cette explication folklorique, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours professionnel? Ben, je pense qu'il a commencé relativement jeune, puisque tu l'expliques, hein, déjà pendant tes études, tu as lancé une activité, des activités. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, bah, en fait, à la base, moi, j'étais nageur de haut niveau. Donc, c'est vrai que j'avais pas beaucoup de vie sociable avant parce que je m'entraînais 10 fois par semaine, matin et soir. J'étais vraiment focus là-dessus. Et, euh, et puis, un jour, bah, en même temps que l'échec de mes études, j'ai arrêté de nager. Et je sais plus comment, je me suis retrouvé, en fait, je pense que c'était un stage, j'avais un stage d'observation une fois et j'ai rencontré bah, Marine Serra, donc si un jour elle nous regarde, je lui fais coucou. Marine qui était ma maître de stage, qui travaillait dans une boîte qui s'appelait Moving Liège. Et en fait, elle a quitté cette boîte et quelques semaines plus tard, elle me propose un nouveau projet en me disant bah, je sais que tu es étudiant, mais ça me ferait plaisir de le lancer avec toi. Et on a lancé à l'époque 300%, qui était alors ce qu'on appelle aujourd'hui une start-up et encore une nouvelle entreprise. Mais on était totalement bénévole, donc c'est ça que ça marchait aussi facilement. Et ce qu'on voulait, c'est être un média 100% positif. Donc on allait en fait couvrir des événements, que ce soit des meetings Liège organisés par la CCI, que ce soit les épicuriales. On y allait, on faisait des photos, on interviewait les personnes, on les mettait en avant. Et c'est vrai qu'en fait, je séchais mes cours de marketing, donc ça c'était pendant ma dernière année de marketing, pour aller à des événements networking. Et en fait, on organisait chaque mois ce qu'on appelait les vendredis du mardi. C'est-à-dire que chaque premier mardi du mois, on allait au Nodg, on avait privatisé le Nodg, et on fait venir des personnes professionnelles et on échangeait, on discutait. Et donc c'est suite à ça qu'en fait, quand j'ai dû passer ma seconde cesse, où je me suis dit, mais entre étudier bêtement par cœur et réciter tout à un professeur ou être dans l'action, bah, j'ai préféré l'action. Et c'est comme ça que j'ai commencé, donc avec une boîte totalement bénévole où je gagnais pas ma vie, mais ça m'a apporté quelque chose d'incroyable, c'est un réseau. Ça m'a permis de commencer à rencontrer des personnes, d'être inspiré par des personnes, d'avoir de l'expérience aussi un minimum. Et donc j'ai commencé comme ça. Et puis, ben, comme je t'ai dit, en IFA PME, j'ai pu travailler pendant la journée. Et là, je travaillais pour la bière Cursus. Donc là, j'étais vraiment apprenti chez eux. J'étais responsable marketing, mais sous contrat d'apprentissage. Et pendant 2 ans, ben, j'ai pu aider une équipe géniale à développer encore plus leur projet. Et là, je me suis dit, bah voilà, ma carrière, elle va se terminer là-bas, chez Cursus. Je vais passer toute ma vie là-bas parce que ça se passait super bien, on se développait. Et arrive la fin de mes études où là, bah, on doit avoir cette fameuse discussion de savoir s'ils m'engagent ou pas. Et là, bah, c'est un peu le coup froid parce qu'ils me disent écoute, Lucas, on a adoré tout ce que tu as fait pendant 2 ans, franchement, honnêtement, et les connaissants, je sais qu'ils le pensaient, mais malheureusement, on ne peut pas t'engager. On ne peut pas t'engager parce qu'on doit acheter du matos, parce qu'on doit grandir, etc. Et que le marketing, bah, j'avais pas de chance, c'était que mon patron, Renaud, bah, qui était quelques années plus âgé que moi, bah, était un dieu en marketing aussi. Et donc, en final, ma plus-value n'était pas aussi grande que l'investissement qu'il devait faire. Et donc, du jour au lendemain, bah, je me suis retrouvé un peu au chômage, où c'est là que j'ai eu la réalité du terrain, où je me suis dit, je ne veux plus jamais être un employé. Pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai vu 2 personnes réaliser leurs rêves et je me suis dit, bah, pourquoi pas moi. Mais surtout que la deuxième, c'est que personne ne voulait m'engager comme je n'avais pas vraiment un diplôme, master, etc.
Et donc, j'ai eu une période de 6 mois de chômage où je me suis dit, je vais pas bêtement être au chômage, regarder Netflix et ne rien faire de mes journées. Je vais essayer d'aller chercher de l'expérience, etc. Et puis, j'ai recroisé une personne que j'avais rencontrée à l'époque qui, elle, m'a lancé comme formateur réseaux sociaux. Et donc, en 2016, je suis devenu indépendant full-time où je donnais des formations réseaux sociaux et je faisais de l'accompagnement. Donc, c'est vraiment ça qui m'a fait switcher d'employé vers mon expérience professionnelle. Ok. Et depuis 2016, le chemin parcouru a été très très grand, je crois, et très très riche. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Yes, bah écoute, je vais faire rapidement les différentes choses. C'est vrai que 2016, bah, je me lance au mois de mai comme formateur conférencier, formateur, et puis j'ai eu des conférences, donc ça a fait que je suis devenu conférencier, mais c'était beaucoup de consultance en entreprise. Un an plus tard, ça m'ennuie déjà un peu, parce qu'en fait, je donnais vraiment des cours de 8 heures à 16 heures, et voilà, si je voulais donner des cours, bah, j'aurais été prof. C'est pas ce que je voulais. Et un jour, mon meilleur pote vient me trouver, qui lui est courtier en assurance, rien à voir, et il me montre une photo d'un barbecue sur l'eau. Et il me dit, c'est trop bien. Bah, non, en fait, l'histoire, c'est qu'on mange tous les deux ensemble et il imitera beaucoup mieux que moi. Mais il me dit, Lucas, j'ai une idée de projet pour toi et moi, parce qu'on a toujours rêvé d'entreprendre ensemble. Et il me fait, j'ai une idée pour toi. Et je le regarde et je fais, écoute, je suis full, fous-moi la paix. Et il monte la photo du truc et je fais, oh, faut qu'on le fasse. Et donc, c'est comme ça qu'en 2017, on lance les barbecues flottants, donc Grill Island. Pourquoi? Ça, je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps. C'est parce qu'en fait, j'en avais marre des clients, marre que les clients ne t'écoutent pas en fait. Donc comme j'étais dans les réseaux sociaux, je leur donnais des stratégies, des conseils, ils n'écoutaient pas. Et donc je me suis dit, bah, les gens en fait, ils n'écoutent jamais. C'est comme un enfant, quand tu lui donnes des ordres, il n'écoute pas, mais par contre, quand tu lui montres l'exemple, il va le faire. Et donc Grill Island, c'était pour moi un côté fun, parce que ça me permettait de sortir un peu de ma routine habituelle, mais c'était aussi en fait un laboratoire à test pour mettre en place des stratégies, des contenus réseaux sociaux que je pouvais après montrer aux clients en leur disant, regardez, ça marche, voilà, vous pouvez faire comme ça. Et donc 2017, ça a été une année assez bien mouvementé, puisque cette même année-là, je lance une agence de com avec un associé qui était lui aussi formateur. Et on avait remarqué le même problème, c'est que les entreprises ne savent pas communiquer par les réseaux sociaux. Et donc, je me suis dit, je vais lancer une entreprise qui va faire les réseaux sociaux pour les clients. Et donc, en 2017, j'ai eu 2 SPRL sur la même année. Et il y a eu aussi, donc en fait, quand j'ai réfléchi, cette année a vraiment été full. C'est que j'ai lancé une émission télé, à la base qui était sur Facebook, qui s'appelle Liège is Awesome, où mon objectif, c'était de mettre en avant Liège, mais deux, c'était de montrer aux gens que pas besoin d'avoir un diplôme en journalisme ou quoi que ce soit, vous pouvez devenir animateur ou journaliste, peu importe. Et cette émission, d'ailleurs, a été reprise par la télé locale ici, RTC Liège, où j'ai pu faire une saison à la télé. Donc ça, c'est vrai que ça a été une année où j'ai eu beaucoup de choses. Donc les barbecues, ma consultance, mon entreprise, mon émission télé. Et c'est peut-être aussi l'année où je me suis un peu perdu. Parce que c'est très facile de lancer plein de projets, mais c'est vrai que les années suivantes, on retombe un peu sur la réalité. Grill Island, la première année, c'est tout le monde trouve ça beau, tout le monde trouve ça génial. Effectivement, ça marche tout seul. Puis l'année suivante, il faut travailler, il faut mettre en place des choses. Et c'est là où je me suis pris un peu la réalité en place. Ce qui fait que Grill Island, je l'ai toujours, mais ma boîte de com, je l'ai arrêtée il y a un an maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'étais plus moi-même dans cette boîte, c'est-à-dire que je ne faisais pas ce qui me plaisait. Je devenais manager, je devenais project manager, c'est-à-dire que je gérais des clients, je gérais des employés, et en fait, j'aime pas ça. J'aime bien être tout seul parce que je change tellement vite, j'ai tellement d'idées créatives que j'ai besoin d'être tout seul. Et donc, par rapport à mon business, j'ai eu vraiment une réflexion totale où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui me plaise. Et donc, j'ai commencé à réfléchir, et c'est là que le terme business mixology est sorti. Pourquoi le terme, en fait, c'est simplement parce que j'ai eu toujours l'impression d'être un imposteur. Et en fait, je disais ça à ma compagne, on était dans une mise au vert, et je dis oui, je suis un imposteur. En fait, j'ai jamais rien inventé de ma vie. Les barbecues, ça existe déjà. La boîte de com, je l'avais imaginée comme une boîte aux États-Unis où je me voyais déjà avec 300 personnes et tout. L'émission télé, en soi, c'est pas non plus exceptionnel. Et en fait, elle m'a dit, mais Lucas, justement, c'est ça ta force, c'est d'aller chercher ce qui existe pour en faire quelque chose qui fonctionne. Et elle m'a dit, tu es un peu comme un mixologue. Donc le mec qui fait les cocktails, qui en fait n'invente jamais des ingrédients, mais il invente les recettes en dessous. Et c'est comme ça que le terme business mixology est sorti. Et c'est vrai que depuis qu'on a lancé ce projet-là, depuis que j'ai lancé ce projet-là, je me trouve totalement aligné parce que je suis tout seul, parce que mon savoir comment dire, est apprécié par les clients. C'est pour ça qu'ils me payent aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le business se développe très, très bien. Ok, merci, super parcours. En tout cas, félicitations. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça correspond d'être business mixologiste? Alors, tu l'as expliqué ici dans les grandes lignes, mais quelles tâches dois-tu effectuer?
En fait, donc, pour revenir vraiment à ça, le début de mon travail, c'était de lister toutes les choses que je voulais faire et toutes les choses que je ne voulais absolument plus faire. Je me suis rendu compte avec mon agence que de l'opérationnel, j'étais très mauvais pour ça. Ça veut dire que quand des clients attendaient quelque chose de moi, j'avais tendance à procrastiner, à remettre à plus tard. Et donc, je voulais un job où mon travail, il se fait en temps réel. Comme quand je donne une formation, en fait. Quand je donnais une formation, c'était sur le moment. Quand la formation se terminait, j'avais plus rien à faire. Si les gens voulaient continuer, ils pouvaient continuer, mais voilà, j'arrête. Et donc, c'est comme ça vraiment que j'en suis venu à l'idée de me dire, je dois en fait, là où je suis le meilleur, c'est dans le one-to-one, c'est dans les conférences, c'est quand il y a vraiment ce partage de savoir. Et donc, c'est vraiment là-dessus que j'ai travaillé. Donc, aujourd'hui, j'ai 4 piliers. Le premier, c'est le coaching, où là, j'aide vraiment les personnes à ce que je dis, redevenir des entrepreneurs optimistes. Donc ça, il y a toute une méthode, il y a plusieurs points sur lesquels je travaille pour aider les personnes à redevenir, pas optimistes du sens bonne humeur, etc., mais c'est avoir une entreprise florissante et qui a des perspectives d'évolution. Pardon. Deuxième pilier, c'est le consulting. J'ai quand même gardé un peu une partie entreprise parce que j'aime bien aller dans les entreprises, réfléchir à la stratégie avec les entreprises. Puis j'ai une partie conférence. Ça aussi, ça a été vraiment une surprise parce qu'à l'école, je détestais parler devant la classe. Mais en fait, je me suis rendu compte que je détestais parce que je n'étais pas prêt. Et quand on n'est pas prêt, on stresse parce qu'on ne sait pas ce qu'on va dire. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment un kiff quand je suis sur scène. J'adore faire ça. On en avait déjà parlé, hein. Moi, j'aime aussi le côté un peu stand-up one-man show et on fait un mix de tout ça. Et c'est vrai que c'est un moment qui est souvent très agréable. Et puis alors, j'ai une partie académie où là, c'est vraiment partage de savoir, où j'ai des formations et en ligne et en présentiel. D'accord, merci. Est-ce que tu as, alors j'imagine que non, mais une journée type ou en tout cas des choses qui se répètent dans ton boulot? Alors, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est vrai qu'être indépendant, c'était pour la liberté, donc il n'y a pas vraiment des mêmes journées. Mais ma journée, allez, je veux dire, j'essaye de me lever un peu, pas quand je veux, mais à une heure, moi, qui me convient. Ça commence peut-être par un coaching avec un client, et puis je vais avoir un lunch ou une rencontre, parce que ça, j'aime beaucoup aussi rencontrer des gens, ça me fait du bien. Et donc, ici, en termes de confinement, c'est très compliqué d'être enfermé comme ça. Puis je vais peut-être aller donner une formation ou une conférence, puis aller à un événement de networking. Donc c'est très varié, mais j'essaye quand même de standardiser mes semaines parce que dans la productivité, ça aide. Le fait d'avoir comme ça des jours types où je me dis, ok, ce jour-là, je vais faire de la compta, par exemple, et je peux accepter certains calls de prospects de clients et pas le lendemain parce que le lendemain, je suis concentré à tourner des vidéos, etc., etc. Donc, je suis libre et comme je dis, en fait, je veux me mettre mes propres contraintes. Donc, c'est moi qui décide de ça. Et donc là, dans ce cas-là, j'ai pas de souci avec le fait de standardiser mes journées. Ok. J'imagine que tu as des côtés dans ton boulot passionnants que tu affectionnes tout particulièrement. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, comme je dis, quand on se lance, je pense qu'il faut vraiment trouver dans quoi on est bon. Et c'est vrai que pendant tout un temps, je me suis trompé. Je pensais que j'étais bon dans les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, les gens venaient me trouver pour ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas spécialement pour les réseaux sociaux qu'ils venaient me trouver, c'était pour une dose d'optimisme, pour de la motivation, pour des stratégies, etc. Et donc, ce que j'adore moi aujourd'hui, c'est avoir quelqu'un qui arrive avec une problématique et de pouvoir l'aider à dépasser cet obstacle et se sentir mieux derrière. Et donc, j'ai vraiment, et c'est au fil du temps que j'ai vraiment eu ça. Et je sais que des fois, ça peut paraître un peu cucu, mais j'ai vraiment ce besoin d'aider les gens. C'est vraiment, quand ils viennent, j'ai envie de pouvoir les aider, de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir les aider à évoluer derrière. Donc ça, c'est vraiment, si je dois retirer vraiment quelque chose de mon métier, c'est ça, c'est cette relation humaine qui fait que je peux aider quelqu'un, ou que le fait qu'il m'ait vu, ça a échangé un peu sa vision des choses. Au début, j'avais ça dans mes conférences réseaux sociaux, je me rappelle toujours, tu as toujours 10 personnes qui sont là, qui sont fermées et qui se disent, de toute façon, on va lui poser des questions pour le casser parce que les réseaux sociaux, c'est de la merde. Et en fait, à la fin, tu vois leur tête qui se décrivent et qui se décrispent, ouais, c'est juste. Et puis ils sont souriants et puis en fait ils sont dedans. Et ça, j'adore en fait cet état-là. C'est vraiment ça qui me plaît le plus dans mon métier. Ok, l'état de transformation quelque part, d'évolution des gens. Est-ce que tu pourrais parler, non, c'est pas forcément drôle, mais en toute transparence aux personnes qui nous regardent, des côtés de ton métier que tu affectionnes un petit peu moins? Mais justement, je vais dire, c'est que on aurait fait cette interview il y a un an et j'en aurais eu. Mais là aujourd'hui, il y en a plus parce que j'ai décidé vraiment de vivre selon mes propres contraintes. Alors, ça ne veut pas dire que tout va bien et que je n'ai pas de contraintes, mais je les ai décidées. En tout cas, une grosse partie. Et donc aujourd'hui, même pendant ce confinement, mon business peut continuer à tourner. J'ai vraiment pas de souci avec ça parce que
j'ai rêvé d'un lifestyle, donc j'ai une image de comment je veux être plus tard et même le plus rapidement en fait, parce qu'on dit toujours plus tard, mais au final on n'y arrive jamais. Mais je veux être libre. Je veux être libre, que ce soit géographiquement, que ce soit peut-être financièrement, que ce soit dans tous les sens du terme. Et j'y arrive petit à petit. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui je ne fais que ce qui me plaît. Parce qu'à l'époque en fait je faisais de l'opérationnel pour les clients. Je déteste ça. Par contre, faire de l'opérationnel pour moi-même, ça ne me pose pas de problème. Donc aujourd'hui je vais dire qu'il y a 50% de mon temps où je travaille sur mon propre business, c'est-à-dire je crée des vidéos sur YouTube, je réfléchis à des stratégies, je mets en place des tunnels et des choses comme ça. Et le reste du temps, bah, c'est vraiment avec le client directement. Donc il n'y a pas en fait de moment qui m'ennuie. Ça peut paraître très prétentieux à dire, mais c'est vrai qu'en réfléchissant, je ne vois pas de choses qui m'ennuient dans mon métier aujourd'hui. Si ce n'est qu'on n'arrive peut-être pas à ça directement et qu'il faut accepter certains jobs qui sont ce qu'on appelle alimentaires. Et ça, c'est vrai qu'il y en a de temps en temps que j'aime pas. Devoir aller donner des formations présentielles, bah, à la fin, je répète souvent la même chose, donc c'est pas très valorisant. Donc ça, je dirais que c'est peut-être un peu moins bien, mais je l'ai décidé et je sais pourquoi je le fais. Donc en fait, il y a pas de choses négatives par rapport à ça, quoi. Et c'est vraiment le conseil que j'ai envie de donner, c'est une fois que vous savez vers quoi vous voulez aller, quel lifestyle vous voulez aller, créer un business qui est en rapport à ça. J'ai un ami, David Valls, que vous pouvez aller voir aussi, qui a créé un livre sur le business bonheur. Et le business bonheur, c'est qu'en fait, dans le business model aujourd'hui, ce que les gens oublient, c'est de se mettre eux dedans. Je prends l'exemple, il y a des parents qui veulent qui se lancent indépendants pour la liberté de passer du temps avec leurs enfants, etc. Et ils se retrouvent maintenant à travailler à 7 heures le matin à partir et faire des mails jusqu'à 23 heures minuit. Et au final, ils passent pas vraiment beaucoup de temps avec leurs enfants. Ils disent ce sera plus tard, on aura le temps, on aura le temps. Et ils finissent frustrés. Donc je pense que ce qui fait que j'ai eu cette chance, entre guillemets, c'est que j'ai eu un vrai travail sur moi-même en me disant, mais à quoi je veux que ma vie ressemble dans les prochaines années, etc. Et c'est là où il y a eu vraiment ce switch qui fait que je refuse certains boulots. C'est-à-dire qu'il y en a que je sais qui payent très bien, mais le fait d'avoir une vision long terme me permet de prendre des décisions sur le court terme. Et ça, je pense que c'est très, très important. Une fois que vous avez ça, je pense que vous trouvez. Alors, encore une fois, il faut trouver les moyens et les mettre en place. Mais une fois que ça se met en place petit à petit, ben voilà, l'année prochaine, je pars au Canada. Je pense que mon activité pourra continuer aussi sans problème, quoi. Mhm. Merci pour ce conseil qui est très précieux et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école et qui pourtant est vraiment la clé du bonheur et donc du succès. Ça, je pense que c'est vraiment important d'insister là-dessus. Est-ce que tu penses, Lucas, qu'il y a, c'est un sans transition, je sais, qu'il y a des prédispositions particulières à avoir pour exceller dans ce métier, soit de business mixologiste, soit quelque part de je choisis mon lifestyle et je donne tout pour pouvoir y accéder. Bah, en fait, je vais te donner vraiment ces deux réponses différentes. Bah, par rapport à la business mixology, bah, pour faire ce que je fais, il faut aimer les gens, tout simplement. Donc, il faut aimer passer du temps avec les gens, les écouter, les conseiller, les aider. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, la prédisposition. Par contre, pour ton autre, bah, être entrepreneur et avoir la vie qu'on rêve, je pense que c'est juste une question de mentalité, d'état d'esprit. Et ça, c'est vrai que je remarque, on parle beaucoup de développement personnel et souvent les gens voient ça du mauvais œil en disant mais c'est des gourous, etc. Je pense que le développement personnel, c'est juste un peu travailler son esprit parce que le cerveau, en fait, c'est aussi notre plus grand piège. C'est ça qui fait que des fois, on a une petite chose qui va mal et ça devient la fin du monde, etc. Et le fait de pouvoir travailler son mindset, et moi, je me suis beaucoup formé à la PNL, donc à la programmation neurolinguistique, pour m'aider justement à travailler cet état d'esprit qui fait que de plus en plus, je sors de ma zone de confort, mais ça me fait de moins en moins peur. Et je pense que pour un entrepreneur, ou en tout cas pour en fait, je pense que même aujourd'hui, les jeunes qui nous regardent aujourd'hui et qui ne savent pas ce qu'ils vont faire plus tard, personne ne peut le savoir. Parce qu'en fait, on dit même que 30% des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Donc, il faut cet état d'esprit de savoir se dire, je ne connais pas l'avenir de manière certaine, mais c'est pas grave. Mais il y en a qui ont du mal avec ça. Et donc, je pense que l'état d'esprit, c'est vraiment la base pour être entrepreneur. Après, comme disait Oussama Hamar de The Family, tout le monde peut devenir un entrepreneur, mais tout le monde ne le sera pas. Parce que derrière, bah, j'en parlais dans une vidéo, il y a tout ce qu'on ne voit pas. Les amis qu'on ne voit plus assez souvent et donc qui nous oublient, les familles qui ne comprennent pas toujours ce qu'on fait, peut-être les conjoints aussi qui ne comprennent pas pourquoi on n'a déjà pas beaucoup sur notre compte et qu'on réinvestit dans un livre de développement personnel, etc. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on ne parle pas assez, bah, qu'on a des fois des horaires incroyables. Il ne faut pas dire aujourd'hui j'ai l'air d'être bien, mais ça fait 4 ans derrière que je lance mes trucs. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a des fois où je rentrais tard le soir, je me relevais tôt le matin, etc. Donc c'est savoir se connaître. En fait, je pense que la clé de tout ça, c'est ce que les Américains appellent du self-awareness. Savoir se connaître, qui on est, ce qu'on fait, ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous ennuie, vers quoi on veut aller.
Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure dans un groupe avec des entrepreneurs sur Telegram. Il faut se connaître avant de se faire connaître. Et c'est vraiment ça la clé, je pense. Et une fois que les gens se connaissent, il n'y a pas de mal. Et surtout, alors, là, je fais une petite parenthèse, mais s'en foutre de la vie des autres, quoi. S'en foutre de la vie des gens, parce que je le dis en toute bienveillance, mais ma mère, à l'époque, quand je lui dis, écoute, je suis plus chez Cursus, elle me dit, bah, trouve-toi vite un boulot, va travailler comme caissier quelque part. Alors, j'ai rien contre le métier, je respecte les gens qui le font et il en faut partout. Mais je dis non, c'est pas mon truc, quoi. Donc, faut pas avoir peur à un moment donné d'aller à l'encontre de ce que les gens pensent, de s'en foutre un peu, parce qu'en fait, on a quelque chose qui est incroyable, c'est notre intuition, qui certes se travaille, mais je pense qu'on a une intuition. Et une fois qu'on on doit la suivre, on doit la suivre. Et peut-être qu'on va se planter, mais c'est en le faisant qu'on le sait, quoi. Mhm. Merci Lucas pour ces conseils de nouveau extrêmement riches de sens et pour moi qui sont très très porteurs. Ça m'amène à ma toute dernière question. Est-ce que tu aurais une phrase, un mantra, ça je suis sûre que oui, que tu essaies d'appliquer au maximum dans ta vie professionnelle et que tu voudrais nous partager? Ah ben, il y a une phrase que j'ai toujours dit à l'époque, c'était on aura toute la mort pour dormir. Mais dans le sens, parce que j'ai besoin de mes heures de repos, etc. Mais c'est plutôt dans le sens la vie est courte. Et en fait, si c'est en fait, c'est ça ma photo de couverture sur Facebook, c'est si tu n'es pas heureux dans ce que tu fais, ben change ce que tu fais. Et je suis reste persuadé qu'aujourd'hui, tout le monde, mais vraiment tout le monde, alors il y en a qui ont plus de difficultés d'autres, mais peut être heureux, peut être épanoui dans ce qu'il fait. Il faut juste qu'à un moment donné, il ait le courage, il ait le cran de s'écouter et de passer à l'action derrière. Mais je reste persuadé que je peux plus comprendre les gens qui se plaignent et qui ont une vie misérable, quoi. Mais bon, Ok, voilà. Bah, qui pensent qu'ils ont une vie misérable, parce que je pense qu'il y a toujours pire que nous, on est bien d'accord. Mais voilà, moi je pense que c'est vraiment ça le mantra, c'est si tu n'es pas heureux, fais autre chose, quoi. ok. Merci beaucoup Lucas pour ton temps, de très très précieux conseils. Félicitations pour ce parcours que je trouve vraiment éblouissant. J'aime vraiment beaucoup. Je te souhaite bonne continuation. À bientôt. Bien, merci, salut!